Et l'amendement 94 de la commission, monsieur le rapporteur. Voilà, donc c'est l'amendement qui propose une revalorisation des retraites en fonction de l'inflation, un processus tel qu'on l'a connu avant 2015 et qui permet de redonner du pouvoir d'achat à une majorité de retraités. Moi, je vous rappelle quand même, Madame la Ministre le sait bien, des études ont été faites par rapport à cette sous-revalorisation à hauteur de 0,3%. Il y a, quand on fait le cumul des mesures prises, l'augmentation de la CSG, la diminution des aides au logement, compensée par une part par la suppression de la taxe d'habitation. Mais avec la sous-revalorisation, les études sont claires, il y a 79% de perdants pour 21% de gagnants. C'est la raison pour laquelle nous proposons une revalorisation à hauteur de l'inflation. Et cela permet également de ne pas remettre en cause l'écart entre le minimum vieillesse, tel que c'est proposé, et les retraites basses pour ceux qui sont au SMIC, par exemple, tout au long de leur carrière. Donc je vous invite à voter largement cet amendement. Madame la ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Bon, ça va me permettre de répondre à la fois à l'amendement précédent de suppression et à l'amendement de M. Savary. Et je pense que ma réponse sera globale pour tous les amendements à venir. Je rappelle qu'en application de cet article, toutes les prestations vont augmenter selon un taux qui correspond par ailleurs au taux d'augmentation observé au cours des 3 dernières années. Nous avons fait le choix d'une revalorisation différenciée des prestations et d'un effort spécifique à destination des Français les plus modestes. Nous avons revalorisé, comme l'inflation, tous les minima sociaux, RSA, ASS, ASI. Nous avons décidé d'une revalorisation exceptionnelle de 2 minima sociaux que sont le minimum vieillesse et l'allocation adulte handicapé, qui connaîtront quand même des revalorisations exceptionnelles en 2018 et en 2019. S'agissant quand même du minimum vieillesse, il aura été revalorisé de 100 € en moins de 2 ans et demi, sous l'action de ce gouvernement. On ne peut pas se plaindre d'avoir des retraités pauvres et ne pas rendre compte quand même de cet effort particulier de la nation vis-à-vis de ceux qui sont au minimum vieillesse. Nous avons également pensé aux familles, mais là aussi, nous avons fait des choix différenciés. Nous faisons le choix d'aider prioritairement les familles pour lesquelles les aides sont essentielles et nous les avons adaptées. Je pense aux familles monoparentales, tout ce que nous avons voté l'année dernière, enfin que vous avez voté l'année dernière, en faveur des familles monoparentales. Aujourd'hui, nous revalorisons l'aide à la garde d'enfants pour les familles d'enfants handicapés. Nous allongeons le congé paternel. La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dédie des moyens supplémentaires très importants portés par le budget de l'État, comme par le Fonds national d'action sociale de la CNAF, le CNAS, autour des crèches, construction des crèches, notamment dans les quartiers apolitiques de la ville, bonus mixité sociale. Tout ce que nous faisons en faveur des enfants pour l'accès aux droits fondamentaux alimentaires, par exemple. Tout cela, je rappelle que sur la politique de lutte contre la pauvreté, c'est 6 milliards d'euros que nous dégageons sur les différents budgets de l'État et du PLFSS. 6 milliards d'euros. Il était également faux de prétendre que nous ne sommes pas attentifs au pouvoir d'achat des retraités. Pourquoi ? Si j'entends que cette valorisation des pensions de retraite à 0,3% va impacter l'ensemble des retraités, cet impact ne sera pas compensé par d'autres mesures, uniquement pour les 20% des pensions les plus élevées. Vous le savez, pour les 80% restants, il y aura évidemment la baisse de la taxe d'habitation qui compense largement cette moindre revalorisation des pensions. Mais au-delà de ça, pour les retraités les plus modestes, je rappelle déjà que 40% des retraités, ceux qui sont les plus modestes, n'ont pas la hausse de la CSG. Ils ne sont pas touchés par la mesure de l'année dernière. Au-delà de ça, nous avons aujourd'hui, dans ce PLFSS, proposé 2 mesures qui vont essentiellement vers les retraités. Je pense à la CMU contributive, qui va permettre un gain de pouvoir d'achat pour l'accès aux complémentaires santé qui a été évalué
autour de 60 € par mois pour un couple de retraités. Ça, vous ne le tenez pas en compte dans le pouvoir d'achat des retraités. Je pense au 100% santé, au reste à charge zéro, qui dès cette année va permettre une diminution du coût des prothèses auditives de 200 €. L'année prochaine, du coût des prothèses dentaires et de l'accès au bridge. L'année suivante, 0 reste à charge au 1er janvier 2021 sur les lunettes, les prothèses auditives et l'accès aux soins dentaires, alors qu'aujourd'hui, c'était un reste à charge majeur pour les retraités. Je veux dire, on peut déconnecter le pouvoir d'achat de tout ce que nous faisons aujourd'hui, que tout ce que nous mettons sur la table en faveur des personnes les plus pauvres. C'est un choix, effectivement, du gouvernement d'être un peu moins généreux par rapport aux retraités les plus... ceux qui ont les pensions de retraite, les 20% de pensions de retraite les plus élevées. Nous parlons de gens qui ont des pensions de retraite au-dessus de 2 500 € par mois, 3 000 € par mois. Donc, ils ont quand même un pouvoir d'achat qui est supérieur à la moyenne des actifs. Je rappelle que la moyenne des actifs aujourd'hui a un salaire autour de 1 800 €. Donc, nous parlons de retraités qui ont un pouvoir d'achat bien supérieur à la moyenne des actifs, des gens qui travaillent, qui ont en général des familles à charge. Donc, nous avons ciblé toutes nos aides et tout l'argent que nous dépensons aujourd'hui en faveur des plus modestes, dont les retraités vont considérablement bénéficier. Et je continue sur ce PLFSS, parce que nous mettons beaucoup d'argent pour notre système de santé. À qui bénéficie-t-il en priorité quand même? Je rappelle qu'aujourd'hui, les plus de 60 ans, c'est 25% de la population, mais c'est 50% des dépenses de santé. Donc quand on renforce et qu'on rend plus robuste un système de santé, ça bénéficie d'abord aux personnes qui ont des pathologies chroniques. Nous faisons tout pour améliorer le parcours de soins des pathologies chroniques. Donc, tout ça, c'est un effort en faveur des personnes âgées. Donc, je commence à m'agacer d'entendre dire que nous ne préoccupons pas des personnes âgées dans la société. Je veux dire, toute la politique que je mène, c'est vis-à-vis des retraités les plus modestes. Ensuite, je termine, nous avons une politique ambitieuse de transformation de notre modèle de prise en charge des personnes âgées avec... tout le travail de concertation que nous faisons sur la prise en charge du grand âge et de l'autonomie. Nous rajoutons quand même des centaines de millions d'euros sur l'amélioration de la condition d'accueil dans les EHPAD. Tout cela, ça touche qui? Alors, arrêtez, c'est de la démagogie de dire que nous attaquons aujourd'hui aux retraités. Nous avons une politique différenciée. On a le droit d'être intelligent, excusez-moi, c'est une politique différenciée. Effectivement, nous avons décidé de mettre beaucoup d'argent sur la table pour aider aujourd'hui les personnes qui n'accèdent pas aux soins, qui ont des taux de reste à charge pour les EHPAD trop importants, qui grèvent le pouvoir d'achat des familles, pour accéder aux soins, pour accéder aux lunettes, aux dentaires, à l'optique, et pour accéder à une complémentaire santé. Donc, j'ai pris la parole une fois, je m'arrêterai. Maintenant, je serai défavorable à la totalité des amendements, mais ça méritait d'être dit. Alors, mes chers collègues, je vais pouvoir mettre aux voix, on a bien compris que l'avis du gouvernement est défavorable. Monsieur le rapporteur. Oui, Madame la ministre, permettez-moi simplement de rappeler que vous avez cité un certain nombre de mesures qui touchent une population fragile. 550 000 personnes touchent l'ASPA, c'est 550 000 de trop, mais sur 14 millions de retraités. Mais alors, Madame la ministre, si autant d'efforts sont faits par le gouvernement, pourquoi les retraités sont-ils actuellement revendicatifs? Pourquoi demain il doit y avoir des manifestations si tout est fait? C'est bien qu'il y a une incompréhension, Madame la ministre, par rapport aux mesures qui sont prises. Et quand vous donnez un signe de non-revalorisation de ces pensions, c'est un signe fort qui se traduit avec un impact budgétaire sans commune mesure avec les mesures que vous nous avez présentées. C'est une diminution de plus de 3 milliards dès 2019 qui va jusque 9 milliards dès 2020, et ce, annuellement, du pouvoir d'achat des retraités. C'est la raison pour laquelle il me semble que ce qui est proposé est tout à fait acceptable et va plutôt dans le sens à une compréhension de la politique menée vis-à-vis des retraités. Madame la ministre. Moi, je veux dire qu'effectivement, il y a des gens qui vont manifester. Vous avez raison, Monsieur Savary, notamment ceux qui ont une voiture. Je rappelle que dans notre société aujourd'hui, nous avons 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et 3 millions d'enfants. Eux, ils ne seront pas dans la rue.
Non, ils ne seront pas dans la rue demain. Ils ne seront pas. Et en fait, vous avez raison, ils votent relativement peu, ces gens-là. Ils votent relativement peu. Alors je vais redire, parce que vous dites qu'ils votent relativement peu, ces gens-là. Non, mais malheureusement. Mais ça n'est pas grave. Je pense que ce que nous faisons est bien. Nous devons absolument aujourd'hui réduire cette fracture sociale qui s'aggrave. Donc j'assume parfaitement la politique que je mène. Par ailleurs, vous dites que c'est sans commune mesure avec les économies que nous faisons. Je rappelle, nous mettons 5 milliards d'euros dans l'ONDAM. 5 milliards d'euros dans l'ONDAM, c'est ce qui va à notre système de santé, à la prise en charge des médicaments, au renforcement des structures d'offres de soins sur les territoires. Tout ce que nous allons faire pour les hôpitaux de proximité, c'est de la gériatrie, c'est de la médecine polyvalente, des soins de suite, tout ça, c'est pour les personnes âgées, évidemment, qui sont sur nos territoires. Donc 5 milliards sur l'ONDAM, 1 milliard dans le reste à charge zéro. L'aide à la complémentaire santé, j'ai oublié la somme que nous mettons, mais c'est considérable et ça va toucher 3 millions de personnes aujourd'hui qui n'accèdent pas à une complémentaire santé. Donc ne dites pas que c'est sans commune mesure avec la moindre valorisation qui est proposée aujourd'hui. Nous avons fait des choix. Il y a énormément d'argent qui a été mis dans ce PLFSS avec des choix assumés d'aller vers les personnes les plus vulnérables et en particulier d'aider nos personnes âgées à accéder à des offres et à des soins dont ils ont besoin. Donc voilà, je voulais préciser ça. Et là, je crois que je m'arrête vraiment, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission, et nous passerons au vote. Oui, merci, Monsieur le Président. J'ai entendu tout ce que vous avez dit, Madame la Ministre, et ça n'est pas contestable. Ce que vous faites pour les plus pauvres d'entre nous, d'ailleurs, nous n'avons pas contesté, nous les avons votés dans le cadre des différents articles. Le problème n'est pas tellement là. Le problème est que les efforts que vous faites dans ces budgets sont, comme dit le ministre Darmanin, des efforts qu'on demande aux classes moyennes de faire. Et finalement, ceux qui payent les cotisations et ceux qui payent les impôts, c'est les mêmes. Et donc, ces efforts-là, c'est l'ensemble des Françaises et des Français, et surtout, d'ailleurs, les classes moyennes qui les font. Si dans ce PLFSS, vous avez touché à vous avez mis en place la sous-indexation des retraites et des prestations familiales. Si en contrepartie, au moment où vous avez décidé, qui est une bonne mesure, de ne pas mettre en place les cotisations sur les heures supplémentaires, vous n'aviez pas décidé de ne pas compenser au niveau de la sécurité sociale, vous auriez pu mettre en place toute cette politique sociale sur laquelle, je vous l'ai dit, on a voté. On n'est pas contre, loin de là. Mais en plus, vous n'auriez pas touché les classes moyennes et les plus pauvres. Et je rejoins un peu le discours qui est fait par d'autres. Finalement, depuis des années, on tape toujours sur les mêmes. Et vous n'avez pas respecté une seule chose. Vous n'avez pas respecté une seule chose, c'est la loi de 1993 de Simone Veil. Lorsque l'État décide de supprimer des compensations, en particulier au niveau des cotisations, il compense pour la sécurité sociale. Vous auriez compensé, on n'aurait pas mis en place ces mesures. On met en place ces mesures pour permettre aux classes moyennes, et en particulier aux 10 millions de retraités pour essayer de trouver un chiffre entre les deux, aux 10 millions de retraités, d'être obligés de faire un effort considérable. Ils ont une sous-indexation de leur augmentation de retraite. Ils n'ont certes plus de TH, mais ils ont une CSG qui n'est pas mince, etc. Je veux dire, quelque part, l'effort doit être réparti sur tout le monde, et l'État, qui demande à la sécurité sociale de faire un effort, aurait dû faire cet effort de son côté dans le cadre de la compensation. Monsieur Ruquier. Simplement pour dire que tout à l'heure, Monsieur le Président, nous n'avons pas voté les recettes, donc par cohérence, nous ne voterons pas les dépenses, on va s'abstenir. Oui, merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre. Juste une intervention, bien sûr, pour dire qu'on ne votera pas non plus, mais je voudrais juste dire que quand on parle des classes moyennes, j'aimerais au moins qu'on se mette d'accord sur ce qui se passe. Voilà un gouvernement qui supprime un impôt qui s'appelle la taxe d'habitation, qui touchera. Non, mais je voudrais juste essayer de. Je veux pas polémiquer en plus, c'est pas mon objectif, parce que vous verrez comment je finis.
qui supprime la taxe d'habitation sur 3 ans et même sur peut-être 4 pour l'ensemble des Français. Donc on intéresse tout le monde et on redonne par ce biais-là du pouvoir d'achat. Je crois que là-dessus, si on parle de pouvoir d'achat, on est tous d'accord. J'essaie juste de dire ça. Et on le calcule à 600 € à peu près par mois. Et là, je parle des classes. Alors maintenant, j'ai parlé des classes moyennes des actifs et après des retraités. Les classes moyennes des actifs, ils ont la taxe d'habitation. Il y a la suppression de l'ensemble des charges sociales, qui étaient les cotisations chômage et un certain nombre d'autres, qui leur redonnent aussi, si on parle du mot pouvoir d'achat, en tout cas un salaire supplémentaire. C'est un simple constat. Et pour quelqu'un qui est au SMIC, c'est à peu près 275 € par an. Donc, taxe d'habitation plus ces suppressions de charges égale 675 €. On en est là. Une taxe qu'on nous reproche, parce que finalement, elle est apparue tout à l'heure, je ne sais pas le lieu d'en parler, mais tant pis, c'est la taxe sur le fioul pour l'année 2019. C'est 7 centimes. Pour quelqu'un qui fait 15 000 km par an, c'est 63 € par an. Donc, quand moi, je compare 675 € à 63 € pour les classes moyennes, voire faibles, parce que le SMIC, ce n'est pas vraiment moyen, c'est un gain de pouvoir d'achat, entre guillemets, essence comprise, de plus de 600 €. Donc, je ne comprends pas très bien ce débat sur les classes moyennes. Sur les retraités, il est vrai que tant qu'on n'a pas supprimé 100% de la taxe d'habitation, il est vrai, absolument vrai, et on l'a dit, et on l'assume, et c'est peut-être désagréable à assumer, mais c'est ainsi, qu'on demande un effort aux retraités. Alors, j'aime pas le mot aisé parce qu'on ne sait jamais où ça se place, mais qui gagnent pour une personne seule plus de 2 500 € par mois. C'est l'effort qu'on demande à des personnes en retraite qui gagnent plus de 2 500 € par mois. Excusez-moi, mais toujours nous reprocher, et je ne parle même pas du RAC 0, vous voyez, je ne rentre pas dans tous les détails, mais il y a tellement de choses qu'on essaye de faire. Donc, essayons quand même de dire aux Français, non pas sa part de vérité, mais essayer de garder une certaine objectivité. Voilà. Monsieur Gay. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vous le dis comme je le pense, parce que vous faites appel à l'intelligence. Vous avez dit ça. Je trouve un peu méprisant à notre égard. Non, mais je vous le dis. Je trouve qu'il y a un peu de mépris de classe, parfois. On peut ne pas être d'accord, Madame la Ministre, mais on a beaucoup de respect. Oui, vous nous avez regardé, vous avez dit, essayez de faire preuve un peu d'intelligence. Comme si nous, ce que nous disions, serait ringard ou serait pas intelligent. On peut ne pas être d'accord, Madame la Ministre. Mais ici, le groupe, il est respecté parce que nous sommes tous différents. Je parle fort, d'autres parlent moins fort. Bon, tout ça est... Mais je crois que chacune et chacun ici n'enlèvera pas quelque chose, c'est que nous travaillons. Nous avons des arguments. Nous avons ici une cohérence. Nous essayons de bosser nos dossiers. Nous ne sommes peu nombreux, mais nous sommes combatifs. Parce que nous sommes combatifs, comme nous sommes dans la vie, dans la rue, aux côtés des gens, comme dans cet hémicycle. Après, il y a un vote. Nous sommes minoritaires et nous le respectons à chaque fois. Il n'y a pas de problème. Mais franchement, je vous le dis, Madame la Ministre, ce côté-là, ça m'est insupportable. Donc moi, je vais partir. Je vais laisser mes 2 collègues finir la soirée parce que c'est plusieurs fois que ça revient avec d'autres ministres. Franchement, je vous le dis, Madame la Ministre, c'est pas supportable. On peut ne pas être d'accord. Et après, vous dites, il y a les Français qui vont, ils voient pas ce qui se passe, tout ce qu'on fait pour eux. On ne nie pas qu'il y a certaines réformes, et vous venez de les énoncer. Et on n'est pas dans un dogmatisme, quand vous faites des choses, on le regarde. Mais ce que vous pouvez faire, Madame la Ministre, n'est pas déconnecté du reste et du global. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous allez traîner comme un boulet du début jusqu'à la fin en 2022, que vous aurez, dans votre premier budget, rendu 5 milliards avec l'ISF aux plus riches et que dans le même mouvement, vous avez tapé l'APL 5 €, que vous augmentez la CSG pour l'ensemble des retraités, vous le traînerez comme un boulet. Et ça, franchement, vous n'y arriverez pas à dire. Parce que c'est global. Et les Français n'en peuvent plus. Le SMIC n'est pas revalorisé depuis des années. Les salaires non plus. Voyez, Madame la Ministre, on peut échanger des arguments et s'écouter tout en ayant du respect les uns aux autres. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je crois que
fréquente cet hémicycle maintenant depuis 1 an et je ne pense pas que j'ai manqué de respect à qui que ce soit. La phrase que j'ai prononcée me concerne moi. Je disais, on peut faire des choix discriminants. Arrêtez avec ça, monsieur. C'est très facile. Arrêtez. Parce que sincèrement, monsieur Gay, monsieur le sénateur, je ne crois pas, et vu ma vie professionnelle, avoir manqué de respect à qui que ce soit. Je respecte les personnes plus que n'importe qui. Voilà. Simplement, j'ai dit que nous faisons des choix qui se veulent discriminants. Pardonnez-moi. Non, mais... Oui, j'ai dit... mais ça voulait dire... J'ai dit intelligent, voulant dire on a le droit d'être discriminant. C'est-à-dire de choisir. C'est dans ce sens-là, c'est par rapport à la politique de faire des hiérarchies de choix. Donc, vous pouvez prendre ça comme un mépris de classe, monsieur le sénateur. Je pense que c'est malvenu, pour X raisons, mais ça n'a pas d'importance. Et sincèrement, je pense que personne dans cet hémicycle peut imaginer que je manque de respect à qui que ce soit, et notamment à la Haute Assemblée. Donc voilà, je voulais quand même faire cette remarque. C'est important pour moi de rétablir quand même cette marque de respect que j'ai toujours exprimée vis-à-vis des députés et des sénateurs. Madame Mélot, dernier orateur inscrit. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le projet de loi du gouvernement fixait la revalorisation du montant des prestations sociales relevant de cet article à 0,3% en 2019 et 2020. Les retraités et les familles verront ainsi leur pouvoir d'achat diminuer considérablement face à une inflation estimée autour de 1,5%. Cette décision intervient alors que l'année 2018 a déjà été marquée pour les retraités par une absence de revalorisation des pensions et par l'augmentation d'1,7 point de CSG non compensé, même, je l'ai bien entendu, même s'il s'agit des pensions les plus élevées. Il en va de même pour les familles qui ont participé depuis 5 ans à l'effort de modération des dépenses sociales. Le groupe Les Indépendants avait souhaité, dans un premier temps, limiter cette perte de pouvoir d'achat tout en respectant l'exigence de préservation de l'équilibre des comptes sociaux. C'était l'objet de l'amendement 226 de Daniel Chassaing. Mais nous nous rangerons aux arguments de la commission et défendrons le retour à l'indexation pure et simple sur l'inflation dans une rédaction qui nous semble préférable à celle d'une fixation de seuil. C'est une question de justice sociale. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 94 de la commission avec un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.